Alors donc, notre thème, c'est la transmission des entreprises. Dans le cadre d'une transmission d'entreprise, il y a deux questions fiscales qui se posent toujours. La première question, c'est la question des droits de mutation, qui, à titre gratuit, à titre onéreux, qui sont payés par l'acquéreur. Et la deuxième question, c'est évidemment la plus-value qui est imposable au nom du vendeur. Donc, puisqu'il y a deux questions, il y aura deux parties dans mon exposé. Donc, la première question, c'est donc les droits de mutation. Alors, les droits de mutation à titre gratuit, à titre onéreux. D'abord, une petite remarque préliminaire ici. La fiscalité est accusée de tous les maux, on l'a dit encore ce matin en disant mais c'est parce qu'il y a la fiscalité que les transmissions se font mal, surtout les transmissions à titre gratuit. Alors moi je vais défendre ma paroisse fiscale. En fait quand ça se passe mal, c'est lorsque la transmission n'est pas préparée. Et lorsque la transmission n'est pas préparée, ça se passe mal. Alors comment faut-il préparer une transmission? Mais déjà il faut avoir en tête un successeur. Et dans l'entreprise familiale, évidemment, ça c'est plus facile, n'est-ce pas? Et donc, dans l'entreprise familiale, on a prévu, donc, quand je dis on, le législateur français a prévu tout un certain nombre de dispositifs qui permettent de transmettre les entreprises, surtout les petites, je dirais, j'insisterai un peu, je me focaliserai sur les PME, les petites entreprises, qui est quand même le tissu économique français. Donc, le législateur a prévu toute une série de dispositifs qui font que, si c'est préparé, même sans faire des montages d'une grande complexité, les droits de mutation sont relativement faibles. Vous voyez, j'insiste là-dessus. Et donc, si certaines mutations, notamment à titre gratuit, se passent mal, il y a aussi une autre raison que peut-être on peut avancer prudemment. C'est que des fois, les enfants ne sont pas à la hauteur des parents. C'est-à-dire qu'il peut arriver parfois que le talent saute une génération, voyez-vous. Et ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les transmissions se font. Alors je vais donc maintenant revenir sur cet aspect-là, en résumant l'essentiel. Je crois que le document que j'ai présenté est en ligne, non? Comme on dit? Je ne sais pas. Il est peut-être... Ah, il est en ligne, non, c'est pas ça, non, il est en ligne, alors en ligne, vous savez, je ne sais pas où, mais enfin, il est en ligne. On m'a dit qu'il était en ligne, donc je vous invite à vous raccrocher à cette ligne que j'ignore, mais enfin, c'est pas grave, donc il est en ligne. Alors donc, je reviens donc à mon propos. Il y a donc le droit de mutation. Le droit de mutation, comme je vous l'ai dit, il y en a deux catégories. Il y a celui le plus important qui sont le droit de mutation à titre gratuit, la donation, la succession, et puis le droit moins important sans doute dans l'entreprise familiale encore que, le droit de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire la vente. Droit de mutation à titre gratuit, le dispositif, on y a fait allusion, donc je vais me focaliser sur cet aspect-là, c'est le pacte Dutreil. Alors le pacte Dutreil, il faut d'abord que je vous dise un mot de la genèse du pacte Dutreil, d'où ça vient, parce que c'est ça qui explique un tout petit peu la suite, n'est-ce pas? Alors Dutreil, Dutreil c'est le nom du ministre à l'époque, hein. Donc il s'appelait Renaud Dutreil, qui était en 2003. Le problème qui s'est posé est tout simplement le suivant, vous allez voir, hein. C'est un peu lié à l'entreprise familiale, mais enfin voilà. Je vous dis, les bonnes lois se font à partir d'un cas particulier, comme toujours, hein. Ce qui s'est passé en 2003, figurez-vous, c'est ceci. On constate une fois, bientôt là, qu'une belle PME du centre de la France est vendue à des étrangers, circonstance aggravante, hein, à des Anglais. Alors là, comprenez, hein, une PME française, une belle PME vendue à des Anglais, c'est intolérable. Alors évidemment, là, dans ce cas, on fait toujours appel aux fiscalistes, messieurs. On dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas leur interdire de vendre. Pas dire dans les lois, ne vendez pas, surtout pas aux Anglais. Bon, il faut faire quelque chose. Vous, les fiscalistes, vous avez une idée? Oui, naturellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas leur interdire de vendre, mais on va dire, si vous ne vendez pas, vous aurez une carotte fiscale. Ah oui, ça c'est astucieux. Ah oui, ça c'est bien, hein, si vous ne vendez pas. Ouais. Et donc le pacte Dutreil, au fond, c'est ça. Mais le pacte Dutreil, ici, je dois traiter là de la mutation, de transmission d'entreprise. Et donc je me bornerai à ça. Rassurez-vous, monsieur le doyen, je me bornerai à ça. Mais, il faut bien dire que dans le pacte Dutreil, il y a deux volets. Parce qu'en effet, je reviens à la genèse. Pourquoi on a fait le pacte Dutreil? Pourquoi ils ont vendu à l'étranger? N'est-ce pas? Ils ont vendu à l'étranger, pas tellement pour une question de droit de succession, pour une question d'impôt sur la fortune, d'ISF. Car en effet,
l'ISF, l'impôt sur la fortune, disons-le à nos amis catalans, espagnols, c'est un impôt sur la fortune. Bon, très bien, sur le capital. Alors, je résume pour les Français, ils connaissent ça, mais je résume pour les Espagnols. Lorsque on est le PDG ou le directeur général de la société et que l'on possède avec la famille une fraction du capital, 25%, les titres de société qu'on possède sont considérés comme des biens professionnels, ils sont exonérés de l'ISF. Très bien. Celui qui est PDG, celui qui est directeur général. Et on revient à la famille, là. Dans la famille, si vous avez 3 ou 4 frères, c'était le cas de cette PME. Et oui, il y en a un qui est PDG, l'autre qui est DG, et le troisième, il est bêtement directeur financier. Eh oui. Et alors là, puisqu'il est directeur financier, il n'est pas exonéré. Et puisqu'il n'est pas exonéré, il paye. Hein. Et pour payer, qu'est-ce qu'il dit? Vous me distribuez des dividendes. Hein. Parce que sans les dividendes, je ne peux pas payer mon impôt, moi. Ah oui, mais mon vieux, si on te distribue les dividendes, on ne pourra pas investir. Moi, ça c'est pas mon problème. Voilà pourquoi ils vendent. Donc, dans le pacte ce qu'on appelle les pactes du Treil, n'est-ce pas? Il y a 2 volets. On a fait une petite stratégie, si vous voulez, pour éviter ces 2 volets, qui sont à peu près identiques. Premier volet, le volet ISF. Si, je résume, bien sûr, hein, si vous conservez les titres 6 ans, vous bénéficiez d'une exonération de 75% du montant de la valeur des titres. Pas mal. Si vous les conservez 6 ans aussi, voyez, avec quelques différences, vous bénéficierez d'une exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit. C'est les 2 volets du pacte du Treil, voyez-vous. Et autrement dit, dans ce cas, si vous ne vendez pas, vous pourrez donc bénéficier de l'exonération de l'ISF, vous pourrez bénéficier de l'exonération de droits de mutation, donc c'est pas la peine de vendre. Hein, ouais. Restez. Hein, parce que si vous vendez, vous n'aurez pas cette carotte. Voilà. Alors, mais je m'en tiens donc au volet transmission, parce que le volet ISF, ça, peut-être que ça fera l'objet d'un prochain colloque. Le volet transmission. Dans le volet transmission, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect les transmissions de titres, mais aussi, ne l'oublions pas, la transmission de l'entreprise individuelle. Car l'entreprise individuelle, c'est quand même l'entreprise la plus répandue en France. On a tendance à oublier ça. Si vous comprenez les statistiques, il y a plus d'entreprises individuelles que de sociétés en France. Voilà. Je sais bien que du point de vue de Bercy, l'entreprise individuelle est inconnue. Enfin, ça existe. Bien. Donc, regardons ces 2 aspects. Je résume rapidement la transmission de titres, on l'a évoqué déjà un peu tout à l'heure, l'article le 787B, c'est-à-dire la transmission des titres de société. Quelques mots simplement pour vous dire qu'ici, malgré les avantages que ça présente, c'est-à-dire une exonération des 75%, le succès de ce dispositif est limité. Parce qu'il y en aurait, d'après ce qu'on m'a dit, à peu près 10 000 en France de pacte du Treil, ce qui est peu, quand on connaît le nombre d'entreprises qui ont... Pourquoi ? Bien parce que je crois que ces pactes du Treil, vous savez, ça c'est le péché mignon de la fiscalité, ça se complique. C'est-à-dire au départ c'est très très simple, et puis après on rajoute des petites choses comme ça, et finalement ça devient très compliqué à la fin. Alors ici, pardonnez-moi, je vais m'efforcer de revenir en quelque sorte au noyau dur du pacte du Treil, c'est-à-dire dans tous les cas où, grosso modo, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous avez des parents qui ont des enfants avec lesquels ils s'entendent dans les conditions normales de relation entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que les enfants prennent leurs parents pour de vieux imbéciles et que les parents tiennent leurs enfants pour encore immatures, mais ça se passe bien, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a pas nécessairement... Et alors, je crois, moi, et ce serait le petit sens, je vais résumer dans un instant, voyez-vous, le tout petit sens, très modestement, de mon message, c'est que ça, c'est simple. Seulement, évidemment, quand on lit la loi, ça paraît ésotérique, ça paraît, c'est une complexité, mais alors, et pourtant, c'est très simple. Pour bénéficier des 75%, quelles conditions faut-il remplir? Voilà. Il s'agit de titres de sociétés qui sont à l'IS ou pas d'ailleurs, qui ont une activité industrielle, commerciale, agricole, libérale,
c'est-à-dire tout est concerné, il n'y a pas d'exclusion. Si, exclusion des holdings, sauf si la holding est dite animatrice. Vous aurez l'occasion de revenir. Holding animatrice, c'est une spécialité française que la holding animatrice. La holding animatrice, résumons, c'est une holding qui définit la politique du groupe. Résumons la situation. Donc, quelles sont les conditions à remplir? Les conditions à remplir, au fond, elles sont assez simples, bien sûr. Je vous ai dit au départ, il faut inciter les gens à garder les titres. Et donc, on va dire, c'est ça qui complique un peu les choses. Vous voyez, vous devez prendre un premier engagement collectif, qui doit durer 2 ans. Cet engagement collectif doit représenter au moins 20% du capital, il s'agit d'une société cotée, oublions les sociétés cotées, ou 34% si la société n'est pas cotée. Arrêtons-nous une seconde ensemble, nous avons ici plein de praticiens, comme ça. Si je vous dis dans une PME, il faut avoir 34% du capital, vous direz immédiatement, moi, 34, j'ai des 80%, 85%, bon, vous me dites, il m'en faut 34% du capital, pas de problème. Donc, engagement collectif de 2 ans qui doit être en cours d'application au moment de la transmission. Donc, la donation, vous pouvez la programmer. La succession, non. Mais la succession, vous allez voir, on va récupérer les choses. Donc, il faut un engagement collectif de 2 ans qui doit représenter au moins 34% du capital. Bien. Ensuite, ça, c'est la première condition, n'est-ce pas? Deuxième condition, il faut que l'un des signataires de cet engagement collectif exerce une fonction de direction dans la société. Bon, arrêtons-nous un instant ici. J'en reviens au noyau dur du pacte d'Utrecht, ce qu'on avait en tête, disons en 2003, pour la PME, tout simplement. Vous êtes le PDG. Il a un enfant, une fille, un garçon, ne faisons pas de sexisme, machisme, qui doit lui succéder. Donc, les 34% du capital, il n'y a aucun problème. Et donc, le père, le fils et la fille disent, bon, bien écoutez, on va se préparer la succession. La succession, c'est pas pressé, hein, mais on va se préparer éventuellement la donation. Nous allons voir le notaire ou l'avocat, je ne sais pas, nous allons faire un pacte d'une durée de 2 ans, comme ça. Et nous dirons, par exemple, parce que c'est prévu, bien sûr, 2 ans tacitement reconductibles. À cet égard, le père, vous lui dites, vous êtes prêt à transmettre? Pas encore, je ne sens pas, pas grave, puisque le jour où vous le sentirez, comme le pacte est tacitement reconduit, il sera en vigueur. Donc, vous voyez, je ne le sens pas, bon, bien, très bien, oui, c'est ça. Ça, c'est ça. La condition d'exercice de la fonction de direction. Il n'y a pas de problème, le père, il exerce la fonction de direction. Bien, très bien. Bon, tout se passe bien. Ensuite, donc, on fait la transmission. Il faut que le pacte dure au moins 2 ans. Ensuite, on fait la transmission. Alors, la transmission, petit détail qui n'est pas d'équivoque, hein. Vous pouvez très bien faire la transmission à l'intérieur des 2 ans. Sauf que comme l'engagement collectif doit durer 2 ans, dans ce cas, après la transmission, il faut finir les 2 ans, quoi. Voilà, mais c'est bon. Alors après, quand les 2 ans sont terminés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un engagement individuel de conservation des parts pendant 4 ans. Et il faut que l'un des signataires exerce une fonction de direction pendant 3 ans. Bon, revenons en arrière. La fonction de direction qu'on a vue déjà tout à l'heure, la loi, enfin, les commentaires aussi nous le disent, hein, ce n'est pas nécessairement le même qui exercera la fonction de direction. Ce n'est pas le même. Hein, on dit un doit l'exercer, pas le même. Donc, comment ça se passe? Vous voyez, je reprends. Vous allez voir que c'est simple. Hein, vous allez voir, vous êtes toujours précipité au faire un pacte d'Utrecht à la sortie. Le père, finalement, qui est PDG, hein, finalement se décide. Je n'envisage pas le cas dans lequel il est mort. Non, il se décide à faire la donation. Dans ce cas, il était PDG, la condition d'exercice de la fonction est remplie. Il fait la donation à son fils ou à sa fille. Là, vous êtes prêt à transmettre la fonction de PDG à votre fils ou à votre fille? Bah oui, puisqu'on a fait la donation. Ben c'est réglé. Voilà. Bien. Bon, maintenant, quand même, quelques petits accommodements. Oui, c'est simple, hein, a priori, mais quelques petits accommodements quand même. Un accommodement tragique, pas tragique. Tragique, n'est-ce pas? Je vous ai dit, l'engagement collectif doit être en cours d'exécution au moment de la transmission. La donation, ça peut se programmer, pas la succession. Je vous raconte une histoire qui nous a fait modifier la loi. Un chef d'entreprise, une 40aine d'années. Accident de voiture, il meurt.
se retourne vers la veuve. Alors, vous aviez fait un pacte du Treuil? Ah ben non. 40 ans, vous vous rendez compte? C'est dommage. Là, vous n'avez pas le droit à l'exonération. On réfléchit, on dit quand même, oui. Ah, ça, hein, oui. Donc, premier accommodement, en cas de succession, le pacte, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dans les 6 mois du décès. Les héritiers, oui. Donc, vous rattrapez, en quelque sorte, l'œuvre. Autre cas, l'autre cas plus souriant et plus courant. Revenons en arrière. Dans une PME, telle que nous les connaissons, nos PME, si j'ose dire, le chef d'entreprise est 34%. Dieu sait s'il les a. Il en a beaucoup plus, 34%. Et on lui dit, vous devez passer un accord collectif qui représente 34% du capital. Vous plaisantez, j'ai 75% du capital. Pourquoi voulez-vous que je passe un accord collectif qui représente 34% du capital alors qu'à moi tout seul j'ai 75%? Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est pas idiot comme remarque. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle ça, un engagement collectif réputé acquis. Et oui, on ne va pas vous obliger à passer un accord qui représente 34% du capital si vous avez déjà plus. Oui, ça, effectivement, oui. Donc, résumons la situation. Vous voyez que tout ça, c'est simple, relativement simple. Vous voyez? Je reprends. C'était ça l'idée. Celui qui est le promoteur de tout ça, c'est le PDG, le père. Le père, un beau jour, dit je prépare ma transmission. Accord collectif, 2 ans, ou réputé acquis si on a les 34%. Ensuite, je suis PDG, je transmets à mon fils ou à ma fille, qui devient PDGR, il s'engage à conserver les parts 4 ans. Et voilà, 75% d'exonération, sous les mêmes conditions, à peu près, hein, je résume, à peu près. Vous avez 75% aussi d'exonération pour l'ISF, pour l'impôt sur la fortune. Sauf que dans l'impôt sur la fortune, il n'y a pas, évidemment, l'histoire des 6 mois du décès. Mais sinon, c'est pareil. Pour l'impôt sur la fortune, il faut dire, vous conservez les parts pendant 6 ans. Si vous les conservez pendant 6 ans, vous avez 75% aussi. Ouais. Bien. Ça, c'est les transmissions de parts de société. Je résume évidemment la situation. Vous avez l'entreprise individuelle. Pour l'entreprise individuelle, vous faites pareil. Ou essentiel. Alors, vous faites pareil, pas tout à fait. Évidemment, dans l'entreprise individuelle, vous n'allez pas avoir d'engagement collectif. Stupide. Non. Dans l'entreprise individuelle, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que vous l'avez depuis plus de 2 ans, si vous l'avez acquise à titre onéreux, on vous demande simplement ceci. Il faudra que les héritiers conservent, alors non pas les parts, mais les actifs, pendant au moins 4 ans, comme pour les parts. Hein. Et l'un de ces héritiers-là devra exercer la fonction, devra exploiter l'entreprise pendant 3 ans, comme pour la fonction de direction qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, si ces conditions sont remplies, là aussi, on aura donc l'exonération des 75%. C'est évidemment quelque chose d'intéressant. Bien, ça c'était les droits de mutation à titre gratuit. 2 mots, parce que là c'est beaucoup plus rapide. Les droits de mutation à titre onéreux. Si on vend son entreprise, son fonds de commerce à un membre de la famille ou à des salariés, puisqu'il y a le texte, l'article du CGI que vous verrez en ligne, je sais pas, l'article du CGI concerne les deux. Donc, c'est dans le cas dans lequel on vend à des salariés ou dans lequel on vend à des membres de la famille. Dans ce cas, allons à l'essentiel. Il y a sur le prix de vente, pour le calcul du droit, un abattement de 300 000 €, ce qui est déjà pas mal, à une condition qui est toujours la même au fond, une même idée, à une condition que les acquéreurs s'engagent à exploiter pendant au moins 5 ans. Vous voyez toujours l'idée. L'idée, c'est de dire, je vous accorde un avantage fiscal, oui, mais à la condition qu'il y ait une pérennité de l'entreprise, qu'il y ait une continuité, c'est ça. Il ne faut pas vendre, il faut garder, parce que si vous vendez, là, vous n'aurez pas ces avantages. Ensuite, deuxième problème, donc, ici, les plus-values. Le problème de la plus-value, vous voyez. Alors, lorsqu'on vend donc une entreprise, on a la question de la plus-value. Et alors ici, on est parti toujours de la même idée, n'est-ce pas, de faire en sorte que lorsqu'on est dans l'entreprise familiale, finalement, on pourra échapper en large partie à la plus-value. Or là aussi, on distingue 2 cas. Il y a d'abord l'entreprise individuelle, on vend une entreprise individuelle, ou on la donne, et l'autre part, c'est les plus-values sur les parts de société. Alors, je vais parler des donations,
Parce que nous sommes dans l'entreprise familiale. Et donc, dans les donations, comme vous pouvez l'imaginer, 98% d'entre elles, c'est ça à peu près la statistique, 98% des donations se font aux enfants. Évidemment, on peut donner à des tiers ou à des tierces, mais enfin, bon, en principe, on donne aux enfants. Donc, les plus-values en cas de donation, bien sûr, c'est les plus-values familiales, c'est dans les transmissions familiales. L'entreprise individuelle. Entreprise individuelle, on fait la donation. Dans ce cas, ça peut vous paraître curieux à certains, mais je rappelle un point. Nous sommes ici dans le régime, je ne vais pas trop entrer dans la technique, mais enfin un point. Nous sommes dans les plus-values professionnelles, puisqu'il s'agit de la transmission d'une entreprise. Et dans les plus-values professionnelles, une donation génère une plus-value. Sauf que, ça explique la suite, sauf que quand vous faites une donation, vous n'avez pas les sous dans la poche. Vous avez une plus-value, mais qui est une plus-value virtuelle, en quelque sorte. Vous voyez, vous avez fait une donation, mais vous n'avez rien de pocket, comme disent un ami américain. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? La donation se fait aux enfants, en général. Hein, et dans ce cas, on dit ceci. Vous faites la donation, vous avez la plus-value, vous bénéficiez d'un report d'imposition de la plus-value. Et si l'enfant, l'héritier, va exploiter cette entreprise lui-même, hein, c'est-à-dire pas de location-gérance, s'il l'exploite pendant au moins 5 ans, au terme des 5 ans, la plus-value est définitivement exonérée. Ça, c'est le système de l'entreprise individuelle. Pour les parts de société, hein, vous êtes en société et l'on fait là une transmission des parts de la société. Dans les transmissions de parts de la société, eh bien, vous avez d'abord les transmissions à titre gratuit des parts de sociétés de personnes, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles, qui ne sont pas à l'impôt sur les sociétés, ils sont à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, en effet, si l'intéressé, le cédant, le donateur, exerce son activité au sein de cette société, son activité professionnelle, dans ce cas, ces parts sont considérées comme des éléments de son actif professionnel. Autrement dit, en cas de cession, de donation, on est soumis au régime des plus-values professionnelles. Le régime qui est appliqué dans ce cas est identique à celui que je viens de vous indiquer pour l'entreprise individuelle. Il donne ses parts, donc il n'a pas l'argent, report d'imposition. Si le bénéficiaire, le donataire, exploite pendant 5 ans, au terme des 5 ans, il y aura l'exonération totale de la plus-value. Ça, c'est pour les transmissions de parts de sociétés de personnes qui sont les plus-values professionnelles. Passons maintenant, et pour en terminer, les transmissions de parts ou d'actions de sociétés de capitaux, c'est-à-dire de sociétés qui sont soumises à l'IS. Dans ce cas, on change de régime fiscal. Ici, on a dans le régime fiscal des particuliers, puisque pour une raison qui est très ancienne, mais laquelle je ne m'étends pas, les parts d'une société soumise à l'IS sont censées appartenir au patrimoine privé de l'intéressé. Donc, on est dans le régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire, là, dans les régimes des plus-values des particuliers, si on fait une donation, la plus-value n'est pas imposable. Donc, la plus-value devient imposable uniquement si l'on fait une cession à titre onéreux, c'est-à-dire une vente. Et c'est ici que pour les ventes, il y a un régime spécifique pour les ventes intervenant à l'intérieur du groupe familial, n'est-ce pas? Les cessions intrafamiliales, comme l'on dit. C'est-à-dire jusqu'il y a 2 ans, jusqu'en 2013, ces plus-values-là étaient purement et simplement exonérées. Dorénavant, elles ne sont plus totalement exonérées, mais elles bénéficient d'un régime fiscal tout à fait favorable. Aux conditions suivantes, je les résume très rapidement. Il faut que le groupe familial, savoir les enfants, les parents, enfants, ascendants et descendants, même les frères et sœurs, il faut qu'à un moment quelconque, dans les 5 ans qui ont précédé la vente, à un moment quelconque, ils aient détenu au moins 25% du capital de la société, ce qui est pour une PME quelque chose de très 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 fréquent. Ils vendent donc aux membres de ce groupe familial, ils bénéficient d'un abattement qui est un abattement conséquent, en fonction de la durée de détention, 50% d'abattement entre 1 an et 4 ans, 65 entre 4 et 8 ans et 85% au-delà de 8 ans. Donc vous voyez, ça fait un abattement très important. La condition qui est requise pour bénéficier de cet abattement, c'est que donc, outre la première condition d'avoir eu les 25%, il ne faut pas qu'ils revendent à un tiers au groupe familial dans les 5 ans qui suivent. Autrement dit, vous voyez bien ici, l'idée est très claire. Il s'agit de permettre au groupe familial de conserver
de conserver le contrôle de la famille. Et encore une fois, et ce sera ma conclusion, faisons bien en pratique, tous les praticiens le savent bien sûr, mais enfin il faut bien le souligner, il faut faire le lien avec le problème de l'impôt sur la fortune. Encore une fois, transmission, impôt sur la fortune, voyez-vous, les deux sont tout à fait liés. Je vous remercie. Merci au professeur Planier pour ce bel exposé, plus grand fiscaliste, plus drôle fiscaliste, le plus passionné certainement également, et malgré un débit relativement rapide, le temps imparti a été légèrement dépassé. La parole est désormais à Maître Germain, praticien mais qui travaille beaucoup à l'université et qui est à la tête d'un cabinet dont les compétences en matière transfrontalière sont uniques dans ce département. La parole est à vous, Maître. Merci, Monsieur le Doyen. Alors, il me reste 30 secondes, je crois, 30 secondes sur le temps. 20. Alors, je viens d'apercevoir avec le professeur Planier, que je connais depuis longtemps, que malgré 40 ans de fiscalité, je crois que c'est quand même difficile la fiscalité française. Alors, les Espagnols ont un petit peu moins de problèmes parce qu'il y a quelques spécificités, comme vous l'a dit le professeur Lauroba. Il y a une superposition de textes en Espagne, nationaux et locaux, enfin des communautés autonomes, qui fait qu'on ne peut pas gérer le problème fiscal globalement en Espagne, mais il faut le régler par communauté autonome. Et donc la première difficulté qu'il va y avoir, c'est de savoir à quelle communauté autonome on appartient, pour savoir quelle est la règle fiscale qui va s'appliquer. Et pour savoir à quelle communauté autonome on appartient, on va utiliser un peu les règles qu'on utilise en droit international pour savoir dans quel pays on est domicilié, c'est-à-dire le nombre de jours, c'est-à-dire les intérêts économiques et financiers, les revenus, 50% du revenu professionnel, et puis si on n'a pas d'indice plus précis, on retiendra le lieu où on a fait les dernières déclarations d'impôt sur le revenu. Donc cela veut dire qu'en fait, il va falloir l'adapter et on ne peut pas donner la solution globale sur le territoire national. Autre spécificité de l'Espagne, et c'est pour ça que le pacte du train n'existe pas, donc vous voyez, les Espagnols s'en sont tirés beaucoup mieux que les Français, c'est parce qu'en fait, il y a plus de facilité de faire les évaluations d'entreprise. Par exemple, comme on vous l'a dit, l'ISF, l'impôt de patrimoine, qui s'appelle l'ISF en France, est lié aux successions et aux donations parce qu'on considère que l'entreprise familiale est d'autant plus familiale que le propriétaire est exonéré de l'impôt sur la fortune. Pourquoi ? Parce que s'il est exonéré d'impôt sur la fortune, c'est bien parce que c'est son activité principale, c'est son capital professionnel. Sauf que là-bas, l'impôt sur la fortune s'évalue de façon beaucoup plus sommaire qu'en France, puisque notamment quand on a un capital, une entreprise en société, il est souvent applicable le fait qu'on évalue l'entreprise et la société à son capital et non pas à sa valeur réelle en incluant les valeurs des actifs. Donc ça, quand même, ça simplifie beaucoup les choses et ça fait en sorte que ça crée moins de difficultés et moins d'obligations de trouver les exonérations. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions et donations étant un impôt qui va de 7 à 32% à peu près, alors que chez nous, le plafond est différent. Les impôts espagnols ont trouvé une solution différente pour faire des différences de catégorie entre la famille quand elle hérite par succession ou par donation, ou bien les étrangers. C'est-à-dire que lorsque c'est le groupe familial qui est bénéficiaire de la donation ou de la succession, on applique l'évaluation de l'entreprise avec des abattements très importants, environ 95% d'abattement sur la base de l'évaluation de l'entreprise, plus un abattement supplémentaire qui est une sorte de crédit d'impôt, parce que ce n'est plus un abattement sur la base, c'est un abattement sur l'impôt que l'on devrait payer après le calcul des impôts entre 7 et 32%, comme je vous l'ai dit. Et cet abattement de 99% en matière de succession, puisqu'il ne s'applique pas en donation, s'applique en plus aux personnes qui sont proches de la famille, c'est-à-dire les enfants de moins de 21 ans et ceux de plus de 21 ans, le conjoint, jusqu'au 3e degré. Il y a aussi les enfants adoptés. Voilà, donc c'est l'approche famille en réalité, où on a donc ce double abattement de 95 et de 99%. Alors j'ai fait un calcul pour vous montrer l'intérêt que ça avait de pouvoir bénéficier de ces abattements particuliers en comparant une donation qui serait faite
à quelqu'un qui serait étranger à la famille, le coût, pour une entreprise qu'on pourrait évaluer par exemple 2 millions d'euros, on prend un chiffre rond, je prends un chiffre assez haut parce qu'avec les abattements, évidemment, on tombe à peu de choses à la sortie. Et on va le comparer à une transmission d'entreprise qui serait faite soit par donation, soit par succession en Espagne, à des personnes de la famille. Alors, quand la transmission est faite à quelqu'un qui n'est pas un proche de la famille, les fameux groupes 1 et 2, des gens qui connaissent un peu seront beaucoup plus le cadrer, on a un abattement qui ne sera pas applicable, et sur ce montant de 2 millions d'euros, les droits de succession ou de donation entre 7 et 32% que l'on applique donneraient un impôt de 1 074 000 euros, c'est-à-dire que pratiquement la moitié de l'évaluation de l'entreprise passerait en droit à payer à l'État. Dans les mêmes conditions, pour le groupe familial, transmission dans le groupe familial d'abord par donation et ensuite par succession, la transmission dans le groupe familial pour une évaluation de 2 millions ne donnerait pas 1 074 000, mais donnerait simplement 9 000 euros. On voit déjà une somme bien différente. Et si c'est une succession, avec l'abattement supplémentaire de 99%, on tombe à 90 euros. Alors, à partir du jour où on évalue les entreprises de façon bien différente que dans le système français, où on n'évalue quasiment pas la valeur clientèle, d'ailleurs c'est pour ça que lorsqu'on fait des ventes d'entreprises en Espagne, souvent on fait des ventes en TVA, ce qui doit choquer les fiscalistes français. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on vend du matériel et que la clientèle n'est quasiment pas incluse là-dedans. Donc on a ce système qui permet de vendre en TVA avec TVA récupérable, et on a le fameux système aussi des abattements successifs dans lesquels on n'évalue pas la clientèle, qui font que, avec l'application des abattements de la commune, des communautés autonomes, on tombe à une succession qui est quasiment évaluée à 90 euros, c'est-à-dire pratiquement rien qui soit payé. Alors en revanche, pour qu'il y ait maintien de l'entreprise dans le futur, comme en France, il faut que les personnes qui sont bénéficiaires de cette succession ou donation s'engagent à continuer pendant 5 ans à maintenir dans les mêmes conditions l'entreprise. Avec une différence quand même par rapport à la France, c'est que lorsqu'on détermine quelles sont les personnes qui sont éligibles à ce système d'exonération, en France on a essentiellement le PDG, et pas beaucoup les autres personnes qui dirigent l'entreprise, alors qu'en Espagne, la palette est beaucoup plus large, sont exonérées et on les faveur de l'administration toutes les personnes qui dirigent l'entreprise, que ce soit les directeurs financiers, directeurs commerciaux, directeurs administratifs, et pas simplement le directeur principal, comme dans le système français. Donc vous voyez l'intérêt de l'opération pour bénéficier de ces abattements. Alors, une particularité quand même, je vous ai dit que le fédéralisme fiscal espagnol faisait en sorte que chaque communauté autonome, et il y en a 17, avait ces textes qui donnent plus ou moins d'avantages. Donc, en 2 fois. Premier avantage, c'est l'avantage national de 95%. Et second avantage, c'est l'avantage de la communauté autonome qui peut enlever encore 99% du montant de l'impôt avant de payer l'impôt. Bon. Dans le texte national de 95%, les communautés autonomes peuvent aussi appliquer une modification. Elles peuvent bonifier ce texte en disant, chez nous, le 95% de l'abattement national va passer à 98 ou 99 ou même 99 ou 100%, un peu comme par exemple à Madrid, qui est l'endroit où on paye le moins d'impôts, en tout cas sur les successions, sur les donations et sur l'impôt sur la fortune. Mais on ne peut pas réduire cet abattement de 95 à 94 parce que les communautés autonomes, bien qu'elles aient une compétence fiscale, ne peuvent pas réduire l'impôt national. En revanche, sur la seconde partie, qui est l'abattement de 99, qui est typique aux communautés autonomes et qui n'est pas l'abattement national, qui est l'abattement qui s'applique sous forme de sorte de crédit d'impôt, puisque c'est un abattement sur le montant qui serait imposable. Alors dans ce cas-là, les communautés autonomes ont une possibilité, et elles ont chacune choisi un texte un peu différent, soit de faire un abattement de 99, soit de faire un abattement dégressif, 99, 88, 97, 85, etc., soit de faire un abattement qui est plus ou moins élevé, mais chaque communauté a son abattement spécifique. Bon, alors, vous avez vu l'intérêt de l'opération de la transmission. Je voulais aussi signaler une particularité du droit espagnol quant à ce que disait le professeur Lauroba. On a aussi moins ce problème de transmission et de remise en cause des donations-partage en Espagne,
Parce que, comme on vous l'a expliqué, notamment en Catalogne, il y a un renversement de la répartition quotité disponible réserve. À partir du jour où la quotité disponible est une somme qui est quasiment presque la totalité du patrimoine, évidemment, on a moins ce problème-là dans les donations qu'on pourrait l'avoir sur le système français. Et dernier point pour en terminer, si vous faites une donation en Espagne, vous allez avoir l'abattement de 95% si cette donation est faite à quelqu'un qui est proche de la famille, mais vous allez quand même avoir pour la personne qui donne une plus-value. Et la plus-value, elle est quand même lourde à supporter, même si les évaluations, comme je vous l'ai expliqué, sont moins rigoureuses que sur le système français. En revanche, si c'est une succession et non pas une donation, il n'y aura pas de plus-value et il y aura un abattement complémentaire de 95%. Donc, pour résumer, je crois que la meilleure des transmissions qui peut se faire sur le territoire espagnol, c'est lorsque vous avez réussi à vous débarrasser du principal dirigeant, puisque dans la succession, ça vous coûtera 90 €, alors que s'il doit vous donner à partir de 65 ans, il vous restera encore une somme importante à payer dans la transmission. Alors vous avez un détail sur un recto verso de feuilles qu'on peut vous distribuer, qui est un résumé de l'intervention sur cette donation et succession. Je suis dans les temps, à peu près ? Oui. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.